droit de la propriété industrielle d'autre part, et donc que le droit du travail va appréhender ces solutions, évidemment les matinées d'un petit peu de solutions particulières, mais moi, finalement pas un traitement très singulier, et donc je vais évacuer cette question, qui à mon avis, encore une fois, intéresse davantage la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. La question, à mon avis, qui est la plus importante et qui se prête le mieux à l'étude, c'est lorsque le fichier ne se présente que comme un contenant d'une simple collecte d'informations, donc dépourvue d'activité inventive et créatrice. La question, dans ce cas-là, se présente non plus sous une question de propriété, hein, même si, j'ai bien compris, la question, enfin, le vocabulaire même de propriété attaché à l'information est susceptible de questions, en tout cas, et pas définitif. C'est plus une question de propriété, mais ça va être davantage une question d'utilisation ou encore de consultation du fichier. Cette préoccupation en droit social n'est pas nouvelle. En tout cas, la question du fichier n'est pas nouvelle. Alors, on a des fichiers, évidemment, aujourd'hui dématérialisés, mais le fichier, finalement, en droit social, on le connaît. Le premier d'entre eux, en tout cas le premier d'entre eux dans l'ère industrielle, c'est le livret ouvrier. Le livret ouvrier, c'était ce petit cahier sur lequel était établi l'ensemble du parcours professionnel de l'ouvrier, ouvrier dans le sens des manufactures. Et ce carnet, donc, qui permettait de lutter à l'époque contre le nomadisme des ouvriers, puisque la mobilité professionnelle était davantage perçue comme un problème pour une société qui voulait que les ouvriers restent en place dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ce livret ouvrier permettait à l'employeur de garder à son service un salarié, finalement de l'encourager à une certaine fidélité professionnelle, puisque l'ouvrier ne pouvait pas postuler un nouvel emploi s'il ne présentait pas son livret ouvrier. Or, bien évidemment, si l'employeur conservait le livret ouvrier, il empêchait le salarié de postuler un nouvel emploi. D'autant plus que certains décrets considéraient à l'époque que le simple fait pour l'ouvrier d'aller et venir sans le livret ouvrier était du vagabondage. D'accord ? Donc le fichier, en première acception du fichier en droit social, c'est la possibilité pour l'employeur de contrôler l'activité du salarié et son éventuelle mobilité. Alors, sans remonter aussi loin, des fichiers en droit social, il y en a encore beaucoup. Alors, tout d'abord, l'article LMI 221-13 du Code du travail prévoit l'établissement obligatoire d'un registre du personnel. C'est-à-dire que l'employeur doit, dans l'ensemble des établissements de son entreprise, établir un registre dans lequel seront notamment collectées l'ensemble des informations relevant de l'état civil des salariés pour permettre justement à l'inspecteur du travail, principalement, ou encore au CHSCT ou aux représentants du personnel, de bien savoir combien de personnes sont employées dans l'établissement. D'accord ? Donc ça, c'est la loi qui oblige l'employeur à élaborer ce fichier. Sur cette pratique, bien évidemment, les employeurs vont avoir une appréhension quand même assez extensive et vont créer ce qu'on appelle tout simplement le fichier du personnel. Le fichier du personnel, c'est quoi ? Eh bien, chaque salarié a un dossier dans lequel, finalement, sont répertoriés l'ensemble des éléments de sa carrière, les éléments d'état civil, mais aussi est-ce qu'il a été malade, est-ce qu'il a été absent pour réaliser les fiches de paye, ou alors est-ce qu'il est parti en mobilité, est-ce qu'il est revenu, et quels sont son droit à congé payé. Et finalement, c'est un phénomène de collecte des informations qui est généralisé en droit du travail. Le fichier, c'est un instrument de gestion, comme on a pu entendre tout à l'heure. Alors bien évidemment, la Commission nationale d'informatique et liberté veille à cette collecte de données. Et donc, ce n'est pas sur cette question qui, à mon avis, est la plus importante en droit social. En droit social, le droit du travail, peut-être s'il est singulier, il est singulier lorsque l'employeur va prendre connaissance des fichiers tenus par le salarié et que, symétriquement, le salarié va souhaiter utiliser les fichiers tenus par l'entreprise, mais les fichiers qui vont récolter des données propres à l'entreprise et pas le fichier du personnel. Bon. Et donc, dans cette situation, qui se rencontre très souvent dans un contexte conflictuel, va se poser la question de savoir si on peut consulter et si on peut user du fichier qui est détenu par le co-contractant. La clé de voûte du problème, je vous la livre tout de suite, résidera dans la question du contenu du fichier, lequel dictera le régime de sa consultation et de son usage, non sans toutefois quelques nuances en fonction des circonstances, on le verra tout à l'heure. Donc je vous propose d'envisager la problématique sous deux aspects. Tout d'abord, la question de la consultation des fichiers,
pour ensuite voir la question de leur invocation. Alors, s'agissant de la consultation des fichiers, donc tout d'abord, c'est quoi consulter? Consulter, c'est prendre connaissance des données contenues dans le fichier. Donc dans ce cas-là, l'employeur comme le salarié peuvent se retrouver dans une situation où ils entendent consulter un fichier détenu par le co-contractant. Pour faire bonne mesure, je vais distinguer cette partie en deux sous-parties. Tout d'abord, voyons les fichiers professionnels et ensuite les fichiers personnels. Alors, pour les fichiers professionnels, donc ceux qui sont établis par le salarié sont évidemment librement consultables pour l'employeur. C'est une propriété de l'entreprise, encore une fois sous réserve du vocabulaire applicable. Et donc, il n'y a pas de problème pour l'employeur pour consulter ces fichiers. Il n'y a pas non plus en principe de problème pour l'employeur pour limiter l'accès aux fichiers professionnels aux salariés. C'est à lui de décider ce qui relève de la confidentialité et ce qui n'en relève pas. D'accord ? Ça, il a toute latitude pour le faire. Cette latitude s'arrête toutefois lorsqu'on va plus envisager les salariés individuellement comme co-contractants au contrat de travail, mais en matière de représentation du personnel. Puisque là, l'employeur a des obligations d'information. Je vous en donne 3 exemples. Tout d'abord, les membres du comité d'entreprise doivent être informés et consultés en matière économique et bénéficient donc de prérogatives en matière d'information qui vont contraindre l'employeur à mettre des fichiers confidentiels à la disposition des membres du comité d'entreprise. Ensuite, ce sont les membres du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, le fameux CHSCT, qui bénéficient de prérogatives en matière donc de sécurité dans l'entreprise. Qui dit sécurité dit information confidentielle. Pourquoi ? Eh bien, on peut avoir des consignes de sécurité qui seront propres à des établissements à risque. Je pense aux établissements Céveso. Évidemment, les consignes de sécurité dans un établissement Céveso, ce ne sont pas des données libres. Elles ne sont pas librement communicables. Mais elles vont devoir être communiquées aux membres du CHSCT. Ils sont des tiers privilégiés dans ce cas-là. On pense également, avec le CHSCT, et là c'est vraiment une question extrêmement sensible en pratique, pour les secrets de fabrication. Les membres du CHSCT sont destinataires d'un certain nombre de secrets de fabrication. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la fabrication pose des questions en matière de santé et de sécurité au travail. Troisième type de représentants des salariés qui sont destinataires d'informations privilégiées, ce sont les administrateurs salariés. Donc les administrateurs qui siègent dans les conseils d'administration ou de surveillance des sociétés et qui, à ce titre, bénéficient des mêmes informations que les autres administrateurs de la société. Donc, vous voyez, 3 types de représentants du salarié qui sont interrogés et qui doivent recevoir des informations sur des fichiers qui peuvent être classés confidentiels. Alors, évidemment, en contrepartie, la loi, tout d'abord, et le juge sont venus créer une obligation de confidentialité. Alors, cette obligation de confidentialité, donc, qui réside à l'article 2325-5 pour les représentants des salariés au CE et l'article 4614-9 pour les représentants des salariés au CHSCT, va contraindre donc ces salariés au secret. Mais le problème de cette obligation de confidentialité, elle saute à l'esprit, c'est que pourquoi représenter le personnel si ce n'est pour lui transmettre l'information? Et donc on se retrouve dans une situation assez particulière où l'employeur va rendre confidentielles des informations qu'il appartient aux salariés finalement de communiquer à leurs salariés. Vous avez une obligation de confidentialité, mais qui vient complètement contredire la mission première des représentants du personnel, qui est de communiquer des informations à leurs collègues non représentants. Eh bien, c'est à la jurisprudence qu'il est venu d'allier finalement ces 2 principes. Et donc, la première limite, c'est que l'employeur ne peut pas rendre confidentiel l'ensemble des informations. S'il rend confidentiel l'ensemble des informations, en réalité, il manque à son obligation d'informer véritablement les représentants du personnel, et donc il devra recommencer cette information. D'accord ? Recommencer une information consultation dans un projet de restructuration, c'est extrêmement contraignant. Donc ça, il ne peut pas. Donc il va devoir trier, et c'est au juge qu'il appartiendra de décider si le tri est opportun ou pas entre les informations confidentielles et les informations non confidentielles. Deuxième conséquence, je regarde bien l'heure, deuxième conséquence, c'est surtout de dire à ces salariés, attention, si vous manquez à votre obligation de confidentialité, vous pouvez être sanctionné disciplinairement. Et une sanction disciplinaire, vous le savez en droit du travail, ça va jusqu'au licenciement.
D'accord ? Donc un statut assez particulier de la consultation des fichiers professionnels, avec obligation de communiquer les fichiers aux représentants du personnel, mais qui est assorti d'une obligation de confidentialité de ces derniers. Deuxième question pour la consultation sont les fichiers personnels. Alors, le salarié est régulièrement amené soit à importer des fichiers personnels de chez lui, sur son smartphone, sur son ordinateur, sur sa tablette, que sais-je, ou à créer des fichiers personnels sur son lieu de travail, souvent en utilisant les moyens technologiques de l'entreprise. En la matière, on ne peut pas raisonner sur le contenu du fichier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en pratique, il s'agit de savoir est-ce que l'employeur peut prendre connaissance. Mais quand il prend connaissance, on ne connaît pas encore le contenu. J'ai un fichier, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Je ne peux pas raisonner par rapport au contenu. Si je raisonne par rapport au contenu, je paralyse l'action de l'employeur. Et donc ça, la jurisprudence l'a parfaitement compris. Et donc a créé un système, purement prétorien pour le coup, dans lequel la jurisprudence raisonne par présomption. Je présume qu'un fichier est professionnel si il a été créé avec les outils mis à disposition par l'entreprise. Donc, à partir du moment où un fichier est sur l'ordinateur professionnel du salarié, c'est un fichier professionnel, l'employeur va pouvoir le consulter. À partir du moment où un fichier réside sur la messagerie professionnelle du salarié, le fichier est professionnel et donc l'employeur peut consulter. Et donc, vous avez cette présomption. Cette présomption, évidemment, marche à l'inverse. À partir du moment où un fichier est sur le smartphone ou est sur la tablette propre au salarié, eh bien, ce fichier est d'origine personnelle. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, en revanche, lorsque j'affiche, moi, sur mon ordinateur professionnel, un dossier personnel ? Parce que c'est possible. On reçoit des mails tous sur notre lieu de travail, et puis certains sont purement personnels. Eh bien, la jurisprudence valide cette possibilité. Le salarié a la possibilité d'afficher sur son ordinateur professionnel que certains dossiers sont personnels. Et donc, il en interdira la consultation à l'employeur. Mais attention, la Cour de cassation nous dit, finalement, de la même façon que pour l'obligation de confidentialité de l'employeur, il faut trier. Vous ne pouvez pas dire que tous vos fichiers sont personnels. Bah oui, pourquoi ? Vous êtes sur votre ordinateur professionnel. Si vous dites que tout est personnel, c'est pas très malin, c'est pas possible, même c'est pas très opportun. Donc il va falloir trier, et à partir du moment où vous faites une sélection pertinente, eh bien, présomption de caractère personnel, même sur l'ordinateur professionnel. Et donc, cette possibilité est importante, et donc permet à l'employeur de consulter les fichiers professionnels, et lui interdit de consulter les fichiers non professionnels. Mais imaginons véritablement qu'il pense qu'un secret de fabrication a été communiqué à un salarié par le biais d'un fichier personnel. Eh bien, la jurisprudence, et là c'est très particulier, laisse la possibilité à l'employeur de consulter un fichier personnel du salarié à partir du moment où celui-ci est présent ou dans l'hypothèse où celui-ci a été dûment appelé. Et donc dans ce système, vous avez la possibilité pour l'employeur de consulter un fichier personnel du salarié, au lieu et au temps du travail. Alors, sachez juste que, j'en terminerai sur cette première partie, que le Conseil d'État a interdit à l'employeur d'instaurer un système de traitement automatisé sur des fichiers purement personnels. Je pense à une circonstance qui est assez glauque. C'est un employeur qui se dit, écoutez, je vais faire un système de traitement de fichiers pour des recherches de fichiers à caractère pédopornographique. D'accord ? L'idée est pour l'employeur d'essayer de voir qui parmi ses salariés consulte ce type de site. Eh bien, le Conseil d'État, même sur des fichiers qui sont par hypothèse personnelle, on est bien d'accord, on n'est pas dans un service de police où il s'agit d'investiguer sur des questions pédopornographiques, mais bien un salarié qui va consulter des sites pédopornographiques sur son compte, sur son temps de travail, eh bien, le Conseil d'État, sur la base du droit au respect à la vie privée, a interdit l'employeur d'obtenir, de mettre en place un traitement automatisé de ces données. Donc vous le voyez, en matière de consultation, deux régimes différents, que les fichiers soient professionnels ou personnels. Deuxième temps maintenant de mon intervention, c'est la question de l'invocation du fichier. Alors invoquer, c'est quoi ? Invoquer, c'est se prévaloir du contenu d'un fichier au soutien d'une action judiciaire ou extrajudiciaire. D'accord ? Donc je vais utiliser le contenu pour une autre action. Je vais utiliser ce contenu pour l'employeur. Ça sera principalement dans le cadre d'une procédure disciplinaire, je cherche à reprocher un acte à mon salarié. Dans ce cas-là, le fichier, soit c'est la faute, soit c'est la preuve.
Et dans un second temps, pour le salarié, ça va être de se défendre lors d'une instance prud'homale s'il conteste la sanction disciplinaire, avec un fichier, le contenu du fichier permettant écoutez, de considérer que la sanction n'a pas de cause. Alors deux choses, l'invocation par l'employeur du fichier et l'invocation par le salarié du fichier. Alors, l'invocation par l'employeur, écoutez, le régime de l'invocation d'un fichier par l'employeur est purement dicté par son contenu. Si le contenu a un caractère professionnel, l'employeur est parfaitement libre. D'accord ? Que le fichier a été créé par le salarié ou par l'employeur. Ça, ce n'est pas un problème. Le contenu est professionnel, l'employeur va toujours pouvoir opposer ce contenu au salarié, d'accord ? Pour considérer que c'est une insuffisance professionnelle, pour considérer une faute. Pas de difficulté. La difficulté se pose lorsque l'employeur entend invoquer un fichier personnel au salarié. D'accord ? Et là, la Cour de cassation va complètement encadrer la limite. D'accord ? Et là, il ne s'agit plus d'un contenu pur. La Cour de cassation va nous dire, si l'employeur peut consulter des fichiers personnels du salarié, on l'a vu tout à l'heure, de temps en temps, dans certaines circonstances, il ne pourra jamais les invoquer en justice si les données qui sont contenues dans le fichier sont protégées par le droit du salarié à une vie personnelle. Il ne pourra pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a une prééminence du droit à la vie personnelle du salarié, du droit finalement à l'employeur d'invoquer, d'utiliser un moyen de preuve. Prééminence de la vie personnelle du salarié sur, finalement, un principe de loyauté procédurale. La Cour de cassation raisonne toujours dans les mêmes termes. Elle nous dit donc, elle rappelle que le salarié a le droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Et donc, si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser à son encontre dans une procédure judiciaire s'il s'avère relever de sa vie privée. Et là, la Cour de cassation fait bien la différence entre la consultation, encore une fois une présomption, et l'utilisation en justice, l'invocation, où le contenu va primer. Pourquoi ? Parce que dans le temps du procès, on a le temps d'aller voir ce qu'il y a dans le fichier. Alors que dans le temps de la consultation dans l'entreprise, il s'agit de savoir si je peux y accéder. L'utilisation des données est donc bien différente de sa consultation. Et ça, la Cour de cassation l'a parfaitement compris. Alors, je vous indiquerai simplement un arrêt un peu plus important, assez récent, du 10 février 2015, qui a fait un petit peu la une, en tout cas qui a bénéficié d'entrefilets dans la presse généraliste. C'est la question de savoir si l'employeur peut consulter les SMS du salarié. Et ça, c'est quelque chose, alors ça n'a pas vraiment été tout à fait compris dans la presse généraliste, puisque la Cour de cassation n'a pas dit, oui, pas de problème, vous pouvez aller regarder les SMS de votre salarié sur son smartphone. C'est évidemment pas ça. La Cour de cassation nous a dit que les SMS qui sont envoyés ou reçus par le salarié au moyen d'un téléphone mis à disposition pour l'employeur, et finalement on retombe sur nos pattes par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, aux salariés, donc au moyen d'un téléphone mis à disposition par l'employeur pour les besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel. Donc, possibilité de les consulter, exactement ce qu'on dit tout à l'heure. En revanche, si le contenu relève de la vie privée, alors l'employeur ne pourra pas les exploiter en justice. Pas de problème. C'est juste un exemple assez spécifique du SMS, puisqu'on considère que c'est le secret des correspondances. Certains vous disaient c'est le donjon de la vie privée, disait Philippe Vaquet dans son ouvrage. Mais non, c'est parce que le téléphone est mis à disposition à titre professionnel. Si c'est le téléphone personnel du salarié, l'employeur ne peut évidemment pas aller consulter ces fichiers et encore moins les utiliser. Vous l'aurez compris. Écoutez, dernier temps, et j'aurais respecté le timing, l'invocation par le salarié. Donc là, c'est une question un peu particulière, qui est celle, et vous allez voir qu'il y a un traitement différent. Si on procède, donc l'idée, c'est est-ce que le salarié peut invoquer, dans un contexte prud'homal, c'est le cas, des fichiers de l'entreprise pour se défendre. Donc globalement, l'employeur m'a licencié, m'a sanctionné, mais moi j'ai la preuve par un fichier de l'entreprise que c'était pas vrai. On me dit que je suis insuffisant des résultats, sauf que moi j'ai de bilan. Non, mon service, il n'y a pas de problème. D'accord ? Et donc la question est de savoir, est-ce que le salarié peut le faire ? Si on procède avec une symétrie parfaite, rappelez-vous ce qu'on a dit juste avant, l'employeur est tenu par le contenu du fichier. Et il ne peut pas invoquer en justice un contenu qui serait relatif à la vie personnelle du salarié. Et bien là, curieusement, la Cour de cassation vient inverser le principe. Elle nous dit quoi ? Elle nous dit le salarié peut, par principe, invoquer un fichier professionnel de l'entreprise, fût-il protégé par la confidentialité. Mais cette invocation doit être strictement nécessaire à sa défense dans le procès prud'homal.
D'accord? Donc là, pour le coup, on a vraiment, bon, c'est classique en droit social, mais ça se réduit, mais là, on a vraiment deux solutions qui sont complètement différentes. Pour l'employeur, on lui interdit, pour le salarié, on lui permet. Mais on ne lui permet que dans la mesure où c'est strictement nécessaire pour sa défense prud'homale. Et cette preuve, elle repose sur les épaules du salarié. Moi, salarié, donc dans l'instance, je produis une pièce, je vais déjà devoir prouver qu'elle est indispensable à ma défense. Il ne s'agit pas du contenu, mais il s'agit de savoir si elle est indispensable à ma défense. Et dans un deuxième temps, je vais essayer d'obtenir et de convaincre le juge que celle-ci permet d'effacer ma sanction. Et donc, si le salarié ne parvient pas à rapporter la preuve que ces documents sont strictement nécessaires à sa défense, il devra utiliser un autre moyen de preuve. Donc, sa demande sera écartée, voire même beaucoup plus, puisque la Chambre criminelle, dans un arrêt de la Cour de cassation, évidemment, dans un arrêt du 21 juin 2011, précise que se rend coupable de vol le salarié qui a emporté des dossiers cotation dès lors que ceux-ci n'étaient pas destinés à assurer sa défense dans un procès prud'homal. Donc vous voyez, non seulement sur l'action en elle-même, il y aura un problème d'échec dans le rapport de la preuve, mais également le salarié devra assumer les conséquences de son acte, et s'il y a vol au pénal, évidemment, l'employeur pourra se placer sur le terrain disciplinaire pour sanctionner le salarié qui aura soustrait les informations à l'entreprise. En conclusion, et après ce rapide propos, je crois, alors je n'ai pas une connaissance parfaite de l'ensemble du sujet, mais je crois que le droit du travail se distingue pas par une appréhension particulière du fichier en général, c'est pas vrai, puisqu'en réalité on va emprunter des solutions qui existent déjà en droit pénal, qui existent déjà en droit de la propriété, pour la bonne et simple raison que ces questions sont traitées de façon beaucoup plus ancienne et à mon avis de façon beaucoup plus fine. Ça servira à rien d'avoir des solutions particulières juste pour le simple plaisir de se distinguer. Empruntons ce qui est empruntable ailleurs. En revanche, lorsqu'on a des rapports spécifiques, et nous c'est autour du conflit, autour du disciplinaire, autour de la preuve, inventons nos solutions propres. Et puis là, en l'occurrence, on voit bien que la Cour de cassation le fait, puisque pour la question de l'exploitation en justice, on a un traitement complètement différent, selon qu'il s'agit de l'invocation par l'employeur et selon qu'il s'agit de l'invocation par le salarié. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup Damien Chenu. Donc vous êtes particulièrement distingué par la concision parfaite et la clarté des débats. Et moi qui avais plombé l'ambiance, je trouve que là, vous nous avez redonné un coup de punch, un peu d'espoir quand même sur la pratique du droit, parce que ça me paraît carré, clair, net. Mais ça, c'est le droit social qui a quand même des injonctions d'efficacité, puis il faut quand même répondre. Et grâce sans doute à un contentieux extrêmement abondant, on arrive quand même assez rapidement à des solutions un peu carrées. Donc je donne la parole immédiatement à Mathieu Robineau, qui va sans doute nous rassurer pleinement également. À l'heure des objets connectés, on a besoin d'être rassuré sur la parfaite légalité, étanchéité, sécurité des fichiers de nos assureurs.